Dans ma démarche d'association à la recherche de la réconciliation nationale, il me faut, sans en épuiser le sujet, parler aussi de ce que je crois être un point de friction dans les rapports juridiques des citoyens ivoiriens entre eux. À l'époque de l'arrêt précité, nous avons été sans surprise confrontés à une véritable incongruité textuelle dans l'application de l'article 35 de la Constitution, en y découvrant les éléments d'une malheureuse stratification sociale fondée sur une illusion aux allures démagogiques. En effet, que lit-on dans ce texte au demeurant fondamental? On y lit ceci. Le candidat à l'élection présidentielle doit être ivoirien d'origine, de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine, etc. Fin de citation. On relève très rapidement que ce concept est tout à la fois absurde et inique. Il est d'abord absurde d'un point de vue simplement historique, car l'histoire nous enseigne que si la Côte d'Ivoire a été découverte vers les années 1894, ce territoire, dont même le nom a évolué dans le temps, n'a acquis la souveraineté nationale avec ses atouts d'acquisition de citoyenneté qu'avec l'indépendance survenue seulement en 1960. Avant cette date, il n'est nul doute que les habitants du pays, s'ils avaient une nationalité, celle-ci n'était nullement ivoirienne. Alors dire en l'an 2000 que pour être président de la République de Côte d'Ivoire, il faut que le candidat soit ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine, veut dire qu'il doit être plutôt âgé d'au moins 40 ans, c'est-à-dire en se plaçant en l'an 2000, qui doit donc être né en 1960, doit être de père et de mère de même âge que lui-même. Sinon, comment pouvaient-ils, ses parents, avoir une nationalité qui n'existait pas à l'époque de leur naissance? Mais ce qui était vrai pour les parents l'était aussi pour les candidats eux-mêmes, puisqu'ils étaient tous nés avant 1960, à l'époque coloniale, sous la qualité de citoyens français, ou à tout le moins, pour certains, de sujets français. Finalement, à l'analyse exhaustive du dossier, nous avons relevé qu'aucun des candidats n'était né ivoirien d'origine, encore moins de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Nous avons dû, mesdames, messieurs, à défaut de pouvoir agir autrement, procéder par raisonnement elliptique, c'est-à-dire par transposition du présent au passé, pour réussir à faire admettre que ceux qui habitaient ce lopin de terre, anciennement français et devenu par la suite République souveraine de Côte d'Ivoire, étaient déjà des Ivoiriens, ce qui de jure ni de fait ne l'était nullement. Mais si ce concept est absurde, il est tout aussi inique. Parce que, comportant les germes d'une répartition inadmissible des Ivoiriens en plusieurs catégories, contrairement au code de la nationalité qui, lui, se contente du simple minimum que l'un des deux parents soit ivoirien, et cela en ces termes. Est ivoirien l'enfant légitime ou légitimé, né en Côte d'Ivoire, sauf si ses deux parents sont étrangers, ou l'enfant né hors mariage en Côte d'Ivoire, sauf si sa filiation est légalement établie à l'égard de ses deux parents étrangers ou d'un seul parent également étranger, ou l'enfant légitime ou légitimé né à l'étranger d'un parent ivoirien, ou encore l'enfant né hors mariage à l'étranger dont la filiation est légalement établie à l'égard d'un parent ivoirien
articles 6 et 7 jumelés du Code de la nationalité. Fin de citation. D'où vient dès lors que l'on crée de toutes pièces une catégorie ultra privilégiée d'Ivoiriens qui auraient seuls désormais le droit d'être candidats à l'élection présidentielle, c'est-à-dire l'enfant né ivoirien d'origine, de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Ce concept comporte donc en son sein les germes d'une pernicieuse opposition des populations susceptible de ruiner l'équilibre et l'harmonie nationale, dont l'admission n'a été rendue possible, en mon sens, que par le jeu des manipulations politiciennes à des fins inavouées. Car comme à comprendre qu'à l'ère où les Ivoiriens voient leurs enfants parcourir le monde à la recherche du savoir-faire éminemment important pour le pays, d'où ils ramènent des âmes sœurs et des enfants subséquents, acceptent de s'enfermer sur eux-mêmes dans une tour d'égoïsme par le jeu d'un rejet systématique de leur propre progéniture. N'est-il pas une constance humaine que d'admettre que chacun de nous projette dans son propre miroir qu'est son enfant les reflets ardents de ses rêves et de ses illusions inassouvies? Nous avons dès lors relevé que ce texte était perfide et mauvais. Et en l'appliquant par devoir de juge, nous l'avons en même temps méconnu dans sa disposition essentielle, dans l'espoir que l'avenir permette d'en relever les aspérités en vue d'en aplanir les mordants. Pour cela,